En manchette ce soir, 2 femmes arrêtées pour ce trafic de stupéfiants à Malartic. Des perquisitions ont eu lieu ce matin sur la rue Madone. Le milieu des affaires d'Amos est en deuil après l'accident d'hélicoptère de Gérard Legault et de sa famille. Encore une quarantaine d'enseignants à trouver à quelques jours de la rentrée. La situation est mieux que l'an passé. Les enjeux sont surtout au secondaire, dans différents champs d'enseignement. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On revient sur le tragique écrasement d'hélicoptère qui est survenu dimanche. Le coroner nous a aujourd'hui confirmé l'identité des défunts. Il s'agit bien de Aurore Lannoy, 77 ans d'Amos, et de son époux Gérard Legault, 80 ans d'Amos également, et de Jake Russell Barfield, de 22 ans, leur petit-fils. Ils étaient tous impliqués dans le milieu des affaires amossois et des mines. Madame Lannoy et M. Legault avaient d'ailleurs fondé Legault Métal en 1968, une entreprise de recyclage de métaux de ferrailleurs. Elle a été vendue en 2019 à ArcelorMittal. Gérard Legault a également fondé McMinn, un fournisseur de produits industriels et miniers. La communauté d'affaires est attristée. C'est quelqu'un qui avait quand même le sens des affaires. C'était un homme qui était capable qui voyait les opportunités pour le secteur d'Amos et le secteur minier. Puis même un précurseur, peut-être aussi, quand il a commencé à travailler dans la récupération des métaux. Je ne sais pas si la récupération était vraiment très, très à la mode. Puis c'est un bâtisseur pour le secteur d'Amos avec toutes les entreprises qui a mené à bien autour. Une opération liée à du trafic de stupéfiants a été menée ce matin à Malartic sur la rue de la Madone par les policiers du poste de la Sûreté du Québec et la MRC de la Vallée de l'Or. 2 femmes dans la trentaine ont été arrêtées en lien avec cette enquête qui a débuté grâce à des informations reçues du public. Elles pourraient faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants et la possession d'armes prohibées, une arme de poing, plusieurs munitions, des armes prohibées, plus de 200 grammes de cocaïne et une centaine de comprimés de méthamphétamine ont d'ailleurs été saisis. Et à quelques jours du retour des élèves sur les bancs d'école, plusieurs dizaines d'enseignants sont recherchés à travers la région. Les centres de services scolaires ont fait le point plus tôt cet avant-midi sur la situation. André Audet explique. La situation est mieux que l'an passé. 32 contrats et 5 postes en enseignement ne sont toujours pas comblés à travers la région. Les besoins qui se font sentir principalement dans les écoles secondaires, et c'est à Rouyn-Noranda ainsi que dans la Vallée de l'Or où on en recherche le plus. Les enjeux sont surtout au secondaire, dans différents champs d'enseignement, là, entre autres les mathématiques, sciences, français, anglais. C'est environ 8 % de notre personnel enseignant qui est non légalement qualifié. Pour la présidente du syndicat de l'enseignement de la Gamésie de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Lefebvre, le manque d'enseignants est encore plus critique une fois l'année scolaire entamée. Au moment où on se parle, les listes sont déjà vides, les listes de rappel, les listes de priorité. Donc, qu'est-ce que ça augure pour le reste de l'année? C'est quand même inquiétant. À partir du moment où il y aura un congé maternité, un congé maladie, bien là, on va se retrouver à nouveau en découverture. La pénurie de personnel dans le milieu scolaire se fait aussi sentir pour les services de garde où près d'une vingtaine d'éducatrices sont toujours recherchées. Les équipes de direction et les équipes des ressources humaines travaillent fort là, pour s'assurer qu'on ait l'ensemble de notre personnel pour offrir le service à pleine capacité si on est en mesure de le faire. Sinon, peut-être quelques bris de service ou de groupes qui seront non ouverts en début d'année. La clientèle scolaire connaît une légère augmentation, notamment au primaire. Les enfants issus de l'immigration sont également en hausse. L'enjeu du manque d'espace dans les écoles est donc encore bien présent, notamment au centre de services scolaires de l'Or et des Bois. Une classe de 5-6e année dans notre école secondaire, donc au niveau du sport, ça diminue la pression un petit peu sur nos écoles primaires à ce niveau-là. On a aussi certains endroits, on a placé 2 groupes classes dans la même classe, dans le même environnement avec 2 enseignantes. Les élèves seront de retour en classe ce vendredi à Amos et dans les environs. Pour les autres secteurs de la région, ce sera à partir de la semaine prochaine. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Dans le milieu ferroviaire, il est minuit moins 1 pour l'arrêt du travail de Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie du Canadien Pacifique à Kansas City. Le moyen de pression contre le ministère fédéral du Travail est effectif dès demain. La Fédération des chambres de commerce du Québec craint les conséquences possibles sur la chaîne d'approvisionnement nationale et ultimement sur le prix de plusieurs biens.
Dans l'immédiat, l'impact va être d'abord vécu dans les grands centres, assure le président de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, mais il ajoute que des conséquences pourraient certainement se faire sentir en Abitibi-Témiscamingue si la grève perdure. D'avoir une grève du domaine ferroviaire, il va y avoir des impacts là, sur l'économie des régions. On va probablement le sentir dans les grands centres en premier, et puis comme d'habitude, assez rapidement, ça va découler en région. Quel genre d'impact qu'on risque d'avoir, c'est une augmentation des coûts. Le transport va augmenter, il va y avoir une rareté dans le transport, donc les transporteurs routiers vont être obligés de compenser. Et puis, il y a beaucoup de choses qui transbordent par train. L'essence transborde par train, les matériaux transbordent par train. Donc, les conséquences pourraient être catastrophiques, dépendamment comment de temps ça perdure. Les coronaires ont rendu publiques leurs conclusions concernant 2 décès survenus dans un contexte de transfert aérien d'urgence. En janvier dernier, un patient qui devait être transporté d'urgence à Montréal est décédé sur le tarmac de l'aéroport de Val-d'Or en raison d'un manque de pilotes d'avion du service aérien gouvernemental. Les coronaires, Maître Francine Danet et Maître Julie-Kim Godin, recommandent entre autres la bonification de la flotte aérienne d'urgence et le déploiement efficace du Centre de coordination provinciale des transferts aériens. Le but est d'améliorer la disponibilité de ce service essentiel dans les régions éloignées pour protéger la vie humaine. La crise forestière pourrait continuer de laisser ses traces dans la région. Interfor a rencontré ses employés jeudi dernier de la scierie de Matagami et de Val-d'Or pour les avertir que les activités pourraient être suspendues en novembre prochain. Selon le représentant national du syndicat Unifor, Frédéric Auger, le marché du bois aurait fait perdre des millions de dollars à la compagnie, ce qui les force à réajuster leurs activités. Et la scierie de Matagami, c'est 70 employés qui sont représentés par Unifor, alors que la scierie de Val-d'Or, c'est 150 employés représentés par la CSN. L'usine de Val-d'Or va faire une fermeture étape par étape pour aller jusqu'à une fermeture complète d'ici la mi-novembre, selon le président du syndicat CSN, Félix-Antoine Lafleur. Dans le domaine forestier, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts lance son appel de projet annuel en recherche en aménagement durable des forêts. Les universités et les centres collégiaux de transfert de technologie du Québec sont invités à y participer avant le 1er novembre. Les projets proposés doivent répondre à des enjeux de la dernière année, comme l'adaptation aux perturbations naturelles et au changement climatique et la productivité des écosystèmes forestiers. Une histoire de succès maintenant. La famille ukrainienne d'Alla Nesterova est arrivée à Rouyn-Noranda en 2022 pour y fuir la guerre qui fait toujours rage. Et 2 ans plus tard, elle s'est intégrée à la communauté. Sophie Média-Villarivard l'a rencontrée. En 2022, je rencontrais Alla Nesterova dans sa famille d'accueil rouyn-norandienne où elle venait de fuir la guerre en Ukraine avec son mari et son fils. Nous devions alors communiquer avec nos cellulaires pour se comprendre entre l'ukrainien et le français. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, la famille a un chez-soi ici, a appris la langue et s'est intégrée dans la communauté. Beaucoup d'amis canadiennes après 2 ans. Mon fils aussi est très content ici. Maintenant, elle est à Club Boral, jouer à saké. Beaucoup amis à saké, beaucoup amis dans l'école. Mon mari travaille dans les entreprises Toyota Accès industriel. Alla a même développé sa propre entreprise de chandelles. C'est entre autres grâce au soutien des gens d'ici et bien sûr à son attitude inspirante. Même si j'arrivais pas à communiquer directement avec elle dans sa langue, elle avait plein de motivation. C'était facile de dire oui, je vais lui donner sa chance de s'intégrer pour essayer de contribuer à l'aider à s'installer ici. Puis je me suis pas trompée parce que Alla, c'est un rayon de soleil. Nous avons beaucoup reçu d'aider, beaucoup de soutien pour tout le monde, pour la recherche de travail, pour s'adopter. En Ukraine, la guerre continue de faire rage après plus de 900 jours. Si l'invasion du 24 février 2022 semble lointaine, l'inquiétude est toujours vive pour Alla. Toute mon famille reste là-bas, mes parents, mon grand-parent, frères, sœurs, beaucoup d'amis. C'est vraiment triste, stressé pour ça. Toujours téléphoner, appeler. La petite famille souhaite demeurer dans la région à laquelle elle s'est attachée et malgré les lourdes démarches entourant le processus d'immigration, Alla espère que les membres de sa famille qui sont toujours en Ukraine pourront venir la rejoindre dans le futur. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
On revient dans le dossier du caribou forestier. Eh bien, le Bloc québécois a obtenu l'appui des libéraux pour convoquer une réunion d'urgence face à la menace d'un décret d'urgence. Le Comité de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes va se rencontrer en début de semaine. Et selon la députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ioux, Sylvie Bérubé, le but est d'assurer que les mesures de protection du caribou soient appropriées et tiennent compte des réalités locales. Les communautés locales, les experts en environnement, les industries forestières et les groupes autochtones pourront exprimer leur point de vue. À Rouyn-Noranda, la ville entreprend d'importants travaux de réaménagement de l'intersection de la 15e rue et du boulevard Rideau. De nouveaux feux de circulation vont être installés, équipés d'un feu pour donner la priorité aux piétons et d'un signal sonore pour les personnes malvoyantes. Des deux côtés de la 15e rue, les trottoirs seront avancés. Et sur le boulevard Rideau, du côté du lac Noranda, la piste cyclable sera à l'écart des voies de circulation. Le terre-plein central sera décalé afin de créer une nouvelle voie et le coût des travaux s'élève à 1,5 million de dollars. Le chantier va débuter le 25 août et devrait s'échelonner sur 6 semaines. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Des embarcations faites à partir de matériaux recyclés vont traverser la rivière du Parquet ce samedi pour la traversée fantastique de Galichan. Après la pause, on vous dévoile les détails de l'événement. Restez avec nous. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Des investissements de 150 000 $ par les propriétaires Cathy Tremblay et Éric Chantal d'Accommodation Center Bannière Ultramar ont permis de transformer l'ancien lavoto avec contact devenu désuet en un nouveau lavoto libre-service. Les utilisateurs auront dorénavant l'opportunité de laver manuellement leur véhicule. Ces investissements ont permis de contribuer au maintien de ce service à la population. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Il y a un événement très original qui va se tenir ce samedi. C'est la traversée fantastique de Galichan. C'est quoi le concept, Justine? C'est une course de radeau de fortune où les participants doivent fabriquer en 2 heures leur embarcation pour ensuite traverser la rivière du Parquet à Galichan. Je vous le dis, il y a plein d'émotions fortes qui vont être ressenties en fin de semaine dans l'Abitibi-Ouest. Si vous cherchez une activité vraiment plaisante à faire avec vos amis, arrêtez de chercher, vous l'avez trouvé. Ça va être un super beau trip de gang. Il y a plein de monde qui vont être là pour vous encourager. En plus, c'est l'activité que vous voulez faire en fin de semaine. Si vous ne voulez pas participer, vous pouvez quand même aller faire un tour puis regardez la course, ça va être tout aussi trippant, puis il va y avoir plein d'activités familiales, puis même une soirée musicale avec Alexandre Caro autour d'un feu de camp. C'est la 7e édition cette année et Émilien Larochelle, le responsable de l'événement, invite tout le monde à cette activité complètement festive. Bon, c'est vraiment festif, là. Je veux dire, les gens s'en vont là. Ils sont curieux de voir, la qualité des embarcations qui vont être construites. Là, écoutez, ils ont 2 heures pour bâtir leur embarcation. Fait que il faut qu'ils fassent vraiment preuve d'imagination et de qualité de constructeur également. Et ça permet également à des gens là, de montrer leur capacité, là, parce que c'est quand même, tu sais, je veux dire, traverser la rivière du Parquet là, à Galichan, là, c'est large, OK? Donc, ça veut dire que ça ne peut pas se faire en 1 minute, là, 2 minutes, là, OK? C'est quand même, ça demande des qualités physiques assez importantes. Oui, en faisant la grande traversée, vous courez la chance de gagner des prix pour la vitesse et pour la beauté de votre embarcation. Mais si vous avez vraiment une équipe de feu, là, vous pouvez même gagner un prix pour le dynamisme. On est toujours surpris de voir l'imagination des gens, là, tu sais, puis la qualité également des embarcations qui sont faites. Puis comme on a rajouté depuis 2 ans, on a rajouté là,
toute la question de dynamisme. Autrement dit, l'équipe là, qui fait un show, là, je veux dire, elle gagne un prix. Là, OK? Donc, s'il fait soleil et ils ne vendent pas trop, ça va être encore plus intéressant. Habituellement, on est assez chanceux. Là. On se croise les doigts. On espère que ça va être encore le cas cette année. OK? Puis, nos attentes, je veux dire, habituellement, là, si on regarde le nombre de personnes qui participent, c'est à peu près, je vous dirais, ça s'approche vraiment de la population du village. Là, OK? On est un village qui a à peine 500 habitants. Fait que quand on ramasse entre 400 et 500 personnes qui viennent assister à l'événement, c'est intéressant. Pour terminer, le Festival des arts du Témiscamingue dévoile la programmation de sa 3e édition. Une quinzaine d'artistes témiscamiens vont performer dans 6 disciplines distinctes le 6 et 7 septembre prochain dans la municipalité de Moffett. La programmation inclut un atelier d'écriture et de création, aussi un open mic et un karaoké complètement festif et divers ateliers d'art et d'artisanal. Parmi les artistes qui vont performer, on compte la violoncelliste Caroline Rondeau, aussi Mario Peluso et l'abbé du Sauvage. Ça va être super le fun à suivre, ça, la fin de semaine du 6 et 7 septembre. C'est aujourd'hui que les forestiers dévoilaient la programmation de leur 35e anniversaire. Pour l'occasion, nouveau logo, plusieurs activités, tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dévoiler le logo du 35e anniversaire des forestiers. Bien, vous venez de le voir, c'est aujourd'hui que les forestiers d'Amos dévoilaient la programmation de leur 35e anniversaire d'existence. Et là, Alexis, on vient de découvrir le nouveau logo pour cette 35e saison, mais il y aura aussi plusieurs activités au menu cette année pour célébrer le tout. Absolument, divers événements qui vont être éparpillés un petit peu partout durant la saison régulière de septembre jusqu'à avril. Il y aura notamment 8 matchs thématiques, le match Lauson, le match Roi, le match des peuples autochtones, le match des députés, pour ne nommer que ceux-là. Donc, ce sont des événements dans le but d'attirer des gens. Il y a également plusieurs activités qui vont être organisées durant ces matchs spéciaux. Il y aura également un match préparatoire de la Ligue de hockey junior maritime du Québec entre les Huskies et les Foreurs qui va être disputé le 8 septembre. Ça fait aussi partie des festivités de ce 35e anniversaire. Ça sera au complexe sportif des Jardins d'Amos. Et également, les forestiers qui ont nommé un président d'honneur Kémilia pour cette 35e édition. Et c'est nul autre que l'Amossois Nicolas Roy, qui a joué notamment 2 ans pour les forestiers. Nicolas Roy, bien sûr, l'attaquant des Golden Knights de Vegas. Très impliqué aussi dans la communauté. L'été dernier, il avait notamment amené la Coupe Stanley ici à Amos pour faire profiter les citoyens. Il a également organisé la classique Lauson-Roi cet été pour amasser des fonds pour le Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour le président des forestiers, c'était le choix logique de nommer Nicolas Roy. Je vous laisse écouter le président des forestiers, suivi de Nicolas Roy. Il faut redonner tout de suite le goût aux gens de venir nous voir avec des projets spéciaux. C'est beau dire qu'on a une équipe, si on n'avait pas la ville en arrière, commission scolaire, gouvernement, mais surtout des spectateurs, des partenaires, des commanditaires. On ne pourrait pas aujourd'hui se parler du 35e anniversaire des forestiers. Nicolas, c'est un joueur actuel dans la Ligue nationale. C'est un petit gars qu'on a vu tous grandir quand il a commencé à jouer. Il a toujours été surclassé d'ailleurs. Il était toujours plus grand que tout le monde, un peu meilleur que tout le monde. Donc, c'était pour moi un choix. Je ne peux pas passer à côté. Quand ils m'ont approché, là, Guy et les forestiers, c'est sûr que j'étais vraiment enthousiaste à l'idée. Un petit gars d'Amos, j'ai toujours rêvé de jouer pour les forestiers en grandissant. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être président d'honneur. Et Alexis, les forestiers ont aussi profité là, pour divulguer le budget pour cette saison 2024. Oui, on parle de 467 500 $ au total, dont environ 12 000 $ par joueur et un autre 227 500 que les forestiers vont chercher avec des partenaires notamment. Donc, financièrement parlant, pour le président de l'équipe, c'est une excellente nouvelle, surtout pour une équipe qui est en région. Là, le fait de pouvoir savoir que les forestiers accotent des équipes, notamment du Grand Montréal, ça rend le président extrêmement satisfait. Je vous laisse de nouveau l'écouter. Il y a 4 ans encore, on voulait diminuer le nombre d'équipes. On pensait d'éliminer Amos, d'éliminer Rivière-du-Loup, Saguenay-Lac-Saint-Jean et même Gatineau. Donc ça, on a réglé ça. Je pense que là, on va faire un bon bout. On est là pour rester. Je pense 35 ans plus tard, avec tous les gens qui ont contribué, coach, président, spectateurs. Je pense que c'est une fierté collective. C'est pas mon projet, c'est le projet d'une communauté.
Et en terminant, Kémilia, j'aimerais aussi mentionner que l'organisation, joueurs et membres de l'organisation vont aussi s'impliquer à travers divers autres événements, dont la Guignonée Les Médias, dont le tournoi M18 d'Amos. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle. Et les Forestiers aussi qui vont amorcer, rappelons, leur saison régulière le 6 septembre prochain avec la visite des Estacades de Trois-Rivières ici à Amos. Merci, Alexis. Du côté des Huskies et des Foreurs maintenant, un match pré-saison de la guerre de la 117 se tenait hier soir à Val-d'Or. La Meurthe a vaincu le Vert et Or par la marque de 5-3. La partie se jouait dans le cadre du camp d'entraînement des deux équipes qui se terminait cette semaine. Et la recrue des Huskies de 16 ans, Jérémy Jarret, a bien fait dans la victoire des siens. Le natif d'Amos a terminé sa soirée de travail avec 2 points. Les deux équipes vont s'affronter de nouveau ce soir à 19h, mais cette fois à l'aréna Jacques-Lapierrière de Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous suivre les matchs des équipes de hockey régionales lors de la prochaine saison? » Vous avez répondu non à 59 %. Et la 4e édition du Rallye Raid Abitibi aura lieu ce samedi. Les passionnés de moto-aventure vont se réunir pour un parcours d'au moins 500 km en pleine forêt à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Le départ se fera à 7 h au camping Sagittaire de Val-d'Or et l'arrivée est prévue à 17 h au même endroit. Une centaine de motocyclistes sont inscrits à l'événement cette année, ce qui équivaut à une augmentation de 30 %. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, une nuit assez fraîche nous attend ce soir. Pour l'instant, on est assez bien à l'extérieur, mais je vais vous dire que ça va prendre plus qu'une petite laine ce soir pour aller promener votre chien. En Abitibi, en ce moment, on a quelques nuages et un peu de vent qui nous attendent ce soir avec un minimum de 7. Même chose au Témiscamingue, sauf avec un minimum de 9. Demain, en Abitibi et au Témiscamingue, ça va être généralement ensoleillé avec un maximum de 24. Et un petit aperçu pour vendredi sur l'ensemble du territoire. C'est le soleil qui nous attend avec un maximum de 25. On peut rien demander mieux que ça, là, des belles journées ensoleillées puis des bonnes températures qui s'en viennent dans les prochains jours. Merci, Justine. Je conclue avec le Festival Western de Malartic qui dresse un bilan très positif de l'événement qui se déroulait la fin de semaine dernière. 500 personnes ont participé aux activités payantes et en tout, c'est 8000 personnes qui ont participé aux activités. Voilà, ça complète le bulletin de ce soir. De mon côté, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve au TVA Midi. À demain.